L'encre des papiers du divorce était à peine sèche. Brandon a ri en jetant une carte American Express noire sur la table en acajou. « Prends-la, Audrey. C'est assez pour louer un studio dans le Queens pendant 1 mois. Considère ça comme une prime de départ pour un mariage de 2 ans complètement gâché. » Sa maîtresse, Jessica, gloussait dans un coin. Elle était déjà en train de redécorer mentalement son penthouse. Il pensait qu'Audrey était une orpheline sans le sou, sans nulle part où aller. Il pensait qu'elle tremblait de peur. Mais ils n'ont pas vu l'homme en costume anthracite assis en silence au fond de la salle de réunion. Ils ne savaient pas que cet homme était Harrison Caldwell, le propriétaire du gratte-ciel où il se trouvait, et le père d'Audrey. Et ils ne savaient certainement pas qu'en signant ses papiers, Brandon venait de sacrifier tout son avenir. La salle de conférence de Holloway & Associates sentait le cuir cher, le café froid et la destruction imminente d'un mariage. Elle était située au 45e étage d'un gratte-ciel de Midtown Manhattan. Elle offrait une vue panoramique sur un New York gris et pluvieux. Audrey était assise d'un côté de la longue table en acajou poli. Ses mains étaient soigneusement jointes sur ses genoux. Elle portait un simple cardigan beige qui avait connu des jours meilleurs. Elle ne portait aucun bijou, pas même l'alliance qu'elle avait retirée il y a 3 jours. En face d'elle se trouvait Brandon. Il avait tout l'air du magnat de la technologie en pleine ascension qu'il prétendait être. Son costume était un bleu marine taillé sur mesure dans de la laine italienne. Sa montre était une Patek Philippe qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. Et son sourire était assez aiguisé pour couper du verre. « Faisons simple, Audrey », a dit Brandon en faisant glisser l'épaisse pile de documents vers elle. Le papier a fait un bruit sec et râpeux contre le bois. « Je suis fatigué. Tu es fatigué. Nous savons tous les deux que ce mariage était une erreur de calcul. »« Une erreur de calcul », répéta doucement Audrey. Sa voix était stable, bien que ses yeux soient fixés sur le mot « dissolution », imprimé en gras en haut de la page. « Ne joue pas la victime. » Brandon soupira, s'adossant à sa chaise ergonomique. « Écoute, quand on s'est rencontrés, tu servais des tables chez Luku. Je pensais que je te sauvais. Je pensais que tu serais reconnaissante d'être la femme du PDG de Nexus Stream. Mais soyons honnêtes, tu n'as jamais été faite pour ce monde. Tu ne sais pas comment t'habiller pour les galas. Tu ne sais pas comment parler aux investisseurs. Tu es juste, il agita vaguement la main, cherchant un mot poli et n'en trouvant aucun. Ennuyeuse. Une voix s'est fait entendre depuis le coin de la pièce. Audrey n'a pas tressailli. Elle savait que Jessica était là. Jessica, l'assistante de direction de Brandon, était actuellement perchée sur le rebord de la fenêtre, faisant défiler son téléphone. Elle avait 22 ans, était blonde et portait une robe totalement inappropriée pour une procédure judiciaire. « Elle est juste ennuyeuse, Brandon », a dit Jessica, sans lever les yeux de son écran. « Et elle cuisine des plats bizarres. Qui fait un rôti de bœuf pour un vice-président du marketing? C'est embarrassant. » Brandon a gloussé. « C'est ça. Le fait est, Audrey, que mon entreprise est sur le point d'entrer en bourse. L'introduction en bourse est le mois prochain. Mes avocats et mon équipe de relations publiques suggèrent qu'une rupture nette est préférable maintenant que plus tard. Célibataire, ça fait mieux que marié à une inconnue quand je sonnerai la cloche d'ouverture à la bourse de New York. » Audrey leva les yeux vers lui. « Alors c'est ça. 2 ans de mariage et je suis un handicap pour le cours de tes actions. C'est du business, Audrey. N'en fais pas une affaire personnelle. » Brandon tapota les papiers. « Voici l'accord. Le contrat de mariage dit que tu n'obtiens rien parce que tu es arrivé sans rien. Mais comme je suis un gars généreux, il a fouillé dans sa poche et a sorti une carte de crédit noire. Il l'a jetée sur la table. Elle a tourné et a atterri près de sa main. Il y a 10 000 $ dessus. Assez pour verser un acompte pour un logement dans, je ne sais pas, le New Jersey, le Queens, un endroit pas cher. Et je te laisserai garder la Honda. » L'avocat assis à côté de Brandon, un homme en sueur nommé M. Gables, s'est éclairci la gorge. « Monsieur Cross, techniquement la Honda est maintenant en leasing au nom de l'entreprise. Laisse-la garder cette fichue Honda. » Gables, a sèchement répondu Brandon. « Je me sens d'humeur charitable. » Il a regardé Audrey avec un sourire narquois. « Tu vois, je suis un type bien. Maintenant, signe les papiers. J'ai une réservation pour déjeuner à Percé à 1h. » Audrey a regardé les papiers. Puis elle a regardé la carte de crédit. 10 000 $. Il y a 2 ans, elle avait rencontré Brandon alors qu'il venait de lancer Nexus Stream. Il était stressé, avait à peine de quoi payer ses employés
et mangeait des plats à emporter au restaurant où elle travaillait pour le plaisir, pour se vider la tête de ses études. Il ne l'avait pas sauvée. Elle avait écouté ses présentations. Elle avait organisé son emploi du temps chaotique avant qu'il ne puisse se payer Jessica. Elle avait même utilisé ses propres économies, de l'argent qu'elle prétendait être un héritage d'une grand-mère, pour couvrir le loyer de leur premier bureau, lorsque ses investisseurs s'étaient retirés. Il avait tout oublié. « Tu penses vraiment que je suis après ton argent, Brandon ?» a demandé tranquillement Audrey. « Tout le monde veut de l'argent, Audrey. Surtout les gens comme toi qui n'en ont pas. » Brandon a ricané. « Signe, c'est tout. Arrête de faire traîner les choses, sauf si tu attends un miracle. » Audrey a pris une profonde inspiration. Elle a fouillé dans son sac. Brandon a eu un mouvement de recul, s'attendant peut-être à une arme ou à une poursuite judiciaire. Au lieu de cela, elle a sorti un stylo à billes en plastique bon marché. « Je ne veux pas de ton argent, Brandon, » a-t-elle dit. « Et je ne veux pas de la Honda. Comme tu voudras. » Brandon a ri. « Ça en fera plus pour moi. Contente-toi de signer sur la ligne. » Audrey a débouché le stylo. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle n'avait pas l'air triste. Elle avait l'air soulagée. Au moment où la pointe du stylo a touché le papier, la lourde porte en chêne au fond de la salle de conférence a grincé en s'ouvrant. La pièce est devenue silencieuse lorsque la porte s'est ouverte. Habituellement, lors d'une réunion de divorce à enjeu élevé chez Holloway & Associates, les interruptions étaient interdites. Monsieur Gables, l'avocat, s'est immédiatement levé, le visage rouge. « Excusez-moi », a aboyé Gables. « C'est une médiation privée. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. » Un homme est entré dans la pièce. Il était plus âgé, peut-être dans la soixantaine, avec des cheveux argentés impeccablement coiffés en arrière. Il portait un costume 3 pièces anthracite qui ne criait pas la richesse. Il la murmurait. C'était le genre de confection où aucune étiquette n'était visible, car le tailleur savait que le nom du client était la seule marque qui comptait. Il marchait avec une canne, non par nécessité, mais comme un accessoire d'autorité. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement marché jusqu'au fond de la pièce, a tiré une chaise dans l'ombre, loin de la table principale, et s'est assis. « Qui est-ce » a demandé Brandon, en faisant pivoter sa chaise. « Sécurité. Gables. Appelez la sécurité. » Le vieil homme a posé ses mains sur le pommeau de sa canne et a regardé Audrey. Ses yeux étaient d'un bleu glacial perçant, identique au sien. « Je suis un observateur », a dit l'homme. Sa voix était profonde, rauque, et portait un accent qui sonnait comme un mélange de vieilles fortunes new-yorkaises et d'internats européens. « S'il vous plaît, continuez, ne faites pas attention à moi. » Un observateur. Jessica a ricané, sautant du rebord de la fenêtre. « Qu'est-ce que c'est? Un sport de spectateur. Sortez le vieux. Brandon, fais-le partir. Il sent la naphtaline. » Brandon s'est levé, ajustant agressivement ses poignets. « Écoutez, qui que vous soyez, sortez. Je suis Brandon Cross, PDG de Nexus Stream. Je loue tout cet étage pour mon conseil juridique. Vous êtes en train de violer une propriété privée. » Le vieil homme n'a pas scié. Il a mis la main dans la poche de sa veste, a sorti une paire de lunettes et les a mises. « Vous louez les services juridiques, Monsieur Cross. Vous ne possédez pas le bâtiment. Si je comprends bien, le bâtiment appartient à Caldwell Holdings. » Brandon a marqué une pause. « Alors quoi? Vous êtes le concierge qui vérifie les lumières? Quelque chose comme ça, » a dit l'homme sèchement. « On m'a dit qu'il y avait un litige concernant des actifs. J'aime observer comment la nouvelle génération gère les affaires. » Monsieur Gables, l'avocat, est soudainement devenu très pâle. Il a plissé les yeux en regardant l'homme au fond. Il a regardé les cheveux argentés, la coupe spécifique du revers, la chevalière en or à l'auriculaire. « Monsieur Cross » a sifflé Gables à voix basse. « Asseyez-vous. »« Quoi » a sèchement répondu Brandon. « Asseyez-vous, c'est tout » a murmuré Gables, la voix tremblante. « Laissez-le rester. » « Pourquoi? Parce que si nous faisons une scène, la direction de l'immeuble pourrait révoquer nos privilèges de location. » Gables a menti, transpirant abondamment. Il savait exactement qui était cet homme. Il avait vu son visage sur le portrait du hall tous les matins depuis 15 ans, mais la peur le paralysait. S'il disait à Brandon que Harrison Caldwell, le milliardaire reclus de Manhattan, était en train de regarder, Brandon jouerait la comédie. Et Gables avait le sentiment que le vieil homme voulait voir le vrai Brandon. Brandon a levé les yeux au ciel et s'est assis. Bon, peu importe. Si le vieux schnock prend son pied à regarder un divorce, qu'il regarde. C'est fini de toute façon. Il s'est retourné vers Audrey. «
Tu vois ce que je dois supporter? De l'incompétence partout. Maintenant, signe. Audrey n'avait pas regardé le vieil homme. Elle gardait les yeux sur le papier. Tu es sûr de toi, Brandon? A demandé Audrey une dernière fois. Une fois que j'aurai signé ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Je sortirai d'ici et je ne serai plus ta femme. Tu perdras tout droit sur moi et je perdrai tout droit sur toi. Séparation totale. C'est littéralement le rêve, Audrey. Brandon a souri. Je signe un accord avec le groupe Caldwell la semaine prochaine. Tu sais qui ils sont? Bien sûr que non. C'est la plus grande société de capital risque du pays. Harrison Caldwell va personnellement évaluer mon entreprise pour une injection de 100 millions de dollars. J'ai besoin d'être célibataire. J'ai besoin d'être libre de tout bagage. Du fond de la pièce, le vieil homme a fait un bruit. Cela ressemblait à une toux ou peut-être à un rire étouffé. Un bagage? A répété le vieil homme. C'est ça? Une femme? Brandon ne s'est pas retourné. Une femme qui n'apporte rien. Oui, c'est un poids mort. J'ai besoin d'une partenaire qui corresponde à mon image. Comme Jessica. Jessica a rayonné, s'approchant pour entourer le cou de Brandon de ses bras. Chérie, parle-lui de la fête de fiançailles. Audrey s'est figée. Le stylo flottait au-dessus de la ligne de signature. Fête de fiançailles. Brandon a haussé les épaules, sans paraître le moins du monde coupable. Eh bien, puisque nous signons aujourd'hui, je me suis dit pourquoi attendre? Nous avons réservé l'hôtel Plaza pour ce samedi. Ce sera une double célébration, mon divorce et mes fiançailles avec Jessica. Ce sera l'événement de la saison. La haute société, les investisseurs, la presse. Il a regardé Audrey avec une pitié feinte. Je t'inviterai bien, mais la sécurité aura une liste. Audrey a senti un froid s'installer dans sa poitrine. Ce n'était plus un chagrin d'amour, c'était de la clarté. Tu as réservé le Plaza, a dit Audrey. La grande salle de bal, a fanfaronné Jessica. Le top du top. 10 000 $ rien que pour les fleurs. Intéressant, a murmuré Audrey. Elle a regardé au-delà de Brandon, au-delà de Jessica, et ses yeux ont rencontré ceux du vieil homme au fond de la pièce. Le vieil homme lui a fait un signe de tête à peine perceptible. C'était un signal. Permission accordée. Audrey a pressé le stylo sur le papier. Elle a signé son nom d'une écriture fluide et élégante. Audrey Caldwell Cross. Puis elle a tourné à la page suivante. Audrey Caldwell Cross. Et la dernière page. Elle a rebouché le stylo. C'est fait, a-t-elle murmuré. Elle a poussé les papiers sur la table vers Brandon. Enfin, Brandon les a saisis, vérifiant les signatures. Mon Dieu, c'était pénible. Gables, déposez ça immédiatement. Je veux le jugement définitif pour vendredi. Il s'est levé, boutonnant sa veste. Il a pris la main de Jessica. Viens, chérie. Allons fêter ça. J'ai besoin d'un verre. Il a regardé Audrey une dernière fois. Elle était toujours assise là, les mains jointes. Tu peux garder le stylo, a dit Brandon avec magnanimité. Et n'oublie pas ta carte de crédit de pacotille. Lui et Jessica se sont tournés pour partir. Ils sont passés devant le vieil homme au fond. Brandon s'est arrêté. Hey, le vieux. Le spectacle est terminé. Tu peux retourner déboucher les toilettes ou je ne sais quoi. Le vieil homme n'a pas bougé. Il a juste souri. Un sourire froid, de requin. Le spectacle, a dit le vieil homme, ne fait que commencer, Monsieur Cross. Brandon a froncé les sourcils, confus pendant une seconde, puis a secoué la tête et est sorti de la pièce en trombe. Les talons de Jessica claquaient bruyamment derrière lui. La porte a claqué. La pièce était silencieuse. Monsieur Gables, l'avocat, tremblait si fort que ses lunettes glissaient sur son nez. Il s'est levé et s'est incliné profondément devant l'homme au fond. Monsieur Caldwell, a balbutié Gables. Je n'en avais aucune idée. Harrison Caldwell a ignoré l'avocat. Il s'est levé, s'appuyant sur sa canne, et s'est dirigé vers la table où Audrey était assise. Audrey ne s'est pas levée. Elle a juste baissé les yeux sur ses mains. Harrison a atteint la table. Il a regardé les papiers de divorce signés, puis la carte de crédit noire que Brandon avait jetée, et enfin la jeune femme. Il t'a appelé un bagage, a dit doucement Harrison. Audrey a levé les yeux, les larmes montant enfin, bien qu'elle ait refusé de les laisser couler. Salut, papa. Harrison Caldwell, le propriétaire milliardaire de l'immeuble, le chef du groupe Caldwell, et l'homme que Brandon cherchait désespérément à impressionner la semaine prochaine, a soupiré. Il a tendu la main et a posé une main chaude sur son épaule. Je t'avais dit que c'était un imbécile, Audrey, a dit Harrison, mais je n'avais jamais réalisé qu'il était suicidaire. Harrison a ramassé la carte de crédit que Brandon avait jetée.
l'indemnité de 10 000 $. Il l'a inspectée avec dégoût. 10 000 $, a songé Harrison, pour l'héritière de l'Empire Caldwell. Il a jeté la carte dans la poubelle du coin. « Viens, ma chère, nous avons beaucoup à faire. S'il veut une fête de fiançailles au Plaza samedi, je pense que nous devrions nous assurer qu'il obtienne exactement ce qu'il mérite. Il pense qu'il a réservé la grande salle de bal. Papa, Audrey a essuyé ses larmes. Mais est-ce que l'oncle Cyrus ne possède pas le Plaza? Si, tout à fait. Harrison a souri méchamment. Et je pense qu'il est temps que Brandon apprenne que dans cette ville, on ne mord pas la main qui vous nourrit. Surtout quand cette main détient l'intégralité de votre hypothèque. Harrison a offert son bras à sa fille. Allons faire du shopping. Tu as besoin d'une robe pour une fête de fiançailles. Pendant que Brandon hélait un taxi jaune parce que la tarification dynamique d'Uber était ridicule, bien qu'il vienne de se vanter de ses millions, un convoi de 3 escalades noires s'est arrêté au bord du trottoir du gratte-ciel. Audrey est sortie des portes tournantes, le bras lié à celui d'Harrison. Le portier, qui avait ignoré Audrey chaque matin pendant les 2 dernières années lorsqu'elle apportait à Brandon son déjeuner oublié, a failli trébucher sur ses propres pieds. Il a reconnu l'homme. Tout le monde à New York reconnaissait Harrison Caldwell. « Bonjour, Monsieur Caldwell. » Le portier a balbutié, se précipitant pour ouvrir la portière arrière du VUS de tête. « Bonjour, Higgins. » Harrison a hoché la tête, connaissant le nom de l'homme parce qu'il possédait l'agence de recrutement qui l'employait. « Veuillez vous assurer que ma fille monte en toute sécurité. » Le portier s'est figé. « Votre fille, monsieur ?» Il a regardé Audrey, la femme au cardigan beige, la femme qu'il avait vue pleurer dans le hall la semaine dernière lorsque son mari l'avait réprimandée pour un retard de 5 minutes. Audrey a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. « Bonjour, Higgins. » Elle s'est glissée dans l'intérieur en cuir, l'odeur d'orchidées fraîches l'accueillant. Harrison est monté à côté d'elle. La porte s'est fermée, isolant le bruit de Midtown Manhattan. « À la maison, monsieur ?» a demandé le chauffeur. « Le domaine des Hamptons, chauffeur, » a dit Harrison. « Nous devons nous vider la tête et appeler Cyrus. Dites-lui que j'ai besoin que la suite Pearl du Plaza soit préparée pour samedi et dites-lui de doubler le service de sécurité. » Alors que la voiture s'insérait dans la circulation, Audrey a penché la tête en arrière contre le siège. Le silence était lourd. « Je suis désolé de ne pas le lui avoir dit plus tôt, » a murmuré Audrey. « Je voulais savoir qu'il m'aimait. Pas l'argent, pas les relations, juste Audrey. Et tu l'as découvert, » a dit doucement Harrison. « C'était une leçon coûteuse, ma chère, mais nécessaire. Tu as passé 2 ans à jouer le rôle d'une épouse dévouée pour un narcissique. Tu as cuisiné, tu as fait le ménage, tu as équilibré ses comptes en secret. Tu as même utilisé les dividendes de ton fonds en fiducie pour rembourser anonymement son prêt commercial initial. » Audrey a hoché la tête. « Il pense qu'un investisseur providentiel l'a sauvé de la faillite. Je suis l'investisseur providentiel. » Harrison a grogné. « Ou plutôt, tu l'es. Et la semaine prochaine, quand il s'assiera pour négocier avec le groupe Caldwell pour le financement de son introduction en bourse, il réalisera que l'ange est venu recouvrer la dette. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Brandon Cross faisait sauter une bouteille de Dom Pérignon dans son nouveau bureau. Le bureau était principalement en verre et en chrome, conçu pour intimider les visiteurs. Jessica tournait sur sa chaise, tenant une coupe de champagne. « Je n'arrive pas à croire qu'elle est vraiment signée. » Jessica a ri. « Je pensais qu'elle se battrait pour l'appartement. Au moins, elle n'a pas de colonne vertébrale. » Brandon a ricané, posant ses pieds sur le bureau. « C'est son problème. Elle est petite d'esprit, petit rêve. Elle me freinait. »« Jess, regarde-moi maintenant. Célibataire, le cours de l'action qui monte en flèche. Et dans 3 jours, j'annonce nos fiançailles au Plaza. C'est le coup de maître du siècle. » Son téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu. Brandon Cross à l'appareil, a-t-il répondu doucement. « Monsieur Cross. » Une voix de femme, nette et professionnelle, a parlé. « Ici Eleanora Strick, assistante de direction de Harrison Caldwell. » Brandon s'est redressé, manquant de renverser son champagne. Il a fait signe frénétiquement à Jessica de se taire. « Oui, mademoiselle Strick, c'est un honneur de vous entendre. Monsieur Caldwell a examiné votre proposition préliminaire pour Nexus Stream. La femme a dit qu'il est intrigué. Il aimerait assister à votre événement samedi au Plaza. Il pense que ce serait l'environnement parfait pour évaluer votre caractère avant de signer les chèques de financement la semaine prochaine. » Le cœur de Brandon battait la chamade contre ses côtes. Harrison Caldwell venait à sa fête.
C'était ça. C'était le ticket d'or. Si Caldwell le soutenait, Brandon serait en couverture de Forbes. Ce serait incroyable. Brandon a réussi à articuler. S'il vous plaît, dites à M. Caldwell qu'il est l'invité d'honneur. Il sera là. La femme a dit qu'il amènera une compagne, une partenaire silencieuse du groupe Caldwell qui a un droit de veto final sur tous les investissements. Impressionnez-les, M. Cross. Il ne tolère pas les imbéciles. La ligne est devenue silencieuse. Brandon a poussé un cri de victoire qui a résonné dans le couloir. On l'a fait, Jess. Caldwell vient. Nous allons devenir milliardaires. Il a attrapé Jessica et l'a fait tourner. J'ai besoin d'un nouveau costume. J'ai besoin du meilleur tailleur de la ville. Et toi, va acheter une robe qui dit « femme trophée ». Nous devons être parfaites. Rien ne doit mal tourner. De retour dans les Hamptons, à l'intérieur d'un immense manoir en bord de mer qui coûtait plus que le PIB d'un petit pays, Audrey se tenait devant un miroir allant du sol au plafond. Le cardigan beige était à la poubelle. Elle portait un peignoir en soie. Derrière elle, une équipe de 3 stylistes venus de Paris et de Milan organisait des portants de robes de haute couture. « Non », a dit Audrey, rejetant une robe en mousseline rose. Trop douce. C'était l'ancienne Audrey. Elle a longé la rangée de robes. Ses doigts ont effleuré des soies, des velours et des satins. Elle s'est arrêtée devant une robe de la couleur du ciel de minuit. Un bleu obsidienne profond et scintillant, avec des accents de diamants tissés dans le corsage. Elle était structurée, nette et commandait l'attention. « Celle-ci », a-t-elle dit. « Un choix audacieux, Mademoiselle Caldwell », a dit le styliste. « C'est de la collection Van. Elle est destinée à une femme qui est en chasse. » Audrey a souri. C'était le premier vrai sourire qu'elle avait eu depuis des mois. Il était froid et dangereux. « Exactement », a-t-elle dit. « Je ne vais pas là-bas pour célébrer des fiançailles. J'y vais pour assister à un enterrement. »« Un enterrement, mademoiselle ?»« Oui. » Audrey s'est tournée vers le miroir, ses yeux bleus lançant des éclairs. L'enterrement de la carrière de Brandon Cross. Le samedi soir est arrivé avec une tension électrique et humide dans l'air. L'Hotel Plaza, une icône du luxe new-yorkais à l'angle de Central Park South, était resplendissant. Les limousines faisaient la queue sur 3 rangées à l'entrée. Les paparazzi étaient en force, prévenus par l'équipe de relations publiques de Brandon qu'une annonce technologique majeure allait avoir lieu. À l'intérieur de la grande salle de bal, la scène était d'une opulence excessive. Brandon n'avait reculé devant aucune dépense, principalement parce qu'il avait tout mis sur le crédit de l'entreprise, supposant que l'investissement de Caldwell couvrirait tout plus tard. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond à feuilles d'or. Des serveurs en smoking blanc se déplaçaient comme des fantômes à travers la foule, offrant des flûtes de champagne millésimées et des plateaux de caviar. Brandon se tenait en haut du grand escalier, agrippant la rampe. Il transpirait. « Arrête de gigoter », a sifflé Jessica. Elle portait une robe rouge si serrée qu'elle coupait la circulation, couverte de paillettes. C'était tape à l'œil, cher et manquait de toute subtilité. « On dirait que tu es coupable de quelque chose. »« Je suis nerveux, Jess », a marmonné Brandon, scrutant la foule en bas. Caldwell n'est pas encore là. Il est 20 heures. L'invitation disait 19h30. Les milliardaires sont toujours en retard. Jessica a balayé l'objection. « Regarde, il y a le vice-président de Goldman Sachs. Va lui dire bonjour. » La salle était remplie des requins de Wall Street. Des hommes en costume à $5 000 et des femmes dégoulinant de diamants. Mais il y avait une énergie étrange dans la pièce. Des chuchotements. Monsieur Gables, l'avocat qui avait supervisé le divorce 3 jours plus tôt, se tenait près du bar, buvant du scotch, comme si c'était de l'eau. Il avait l'air pâle. Chaque fois que les portes de la salle de bal s'ouvraient, il sursautait. « Gables !» a crié Brandon, descendant les escaliers. « Pourquoi as-tu l'air d'avoir vu un fantôme? Réjouis-toi. Ce soir, c'est le grand soir. » Gables a regardé Brandon, avec un mélange de pitié et de terreur. « Monsieur Cross, avez-vous bien vérifié la liste des invités? »« Bien sûr, » a ricané Brandon. « Pourquoi? »« Aucune raison, » a marmonné Gables, se retournant vers son verre. « Juste, bonne chance. » À ce moment-là, la musique, un quatuor à cordes jouant du Mozart, s'est arrêtée brusquement. Les lourdes portes doubles à l'entrée de la salle de bal se sont ouvertes. Un silence s'est abattu sur la pièce. Ce n'était pas le silence poli d'une arrivée. C'était le silence impressionné du pouvoir entrant dans un vide.
Harrison Caldwell se tenait dans l'embrasure de la porte. Il ressemblait à un roi retournant à sa cour. Il portait un smoking si parfaitement ajusté qu'il semblait être une seconde peau. Il tenait sa canne, ses cheveux argentés brillant sous les lustres. La salle a eu un hoquet de surprise. Harrison Caldwell n'allait jamais aux fêtes. Il était un mythe, un reclus. Sa présence ici validait instantanément Brandon Cross. Le visage de Brandon s'est illuminé. Il a lissé sa veste et a commencé à se précipiter en avant. « Monsieur Caldwell, vous êtes venu. » Mais Harrison n'a pas bougé. Il est resté là, à attendre. Il s'est légèrement tourné et a tendu la main vers le couloir, et l'annonceur à la porte a fait retentir sa voix, tremblant légèrement. « Mademoiselle Audrey Caldwell. » Le nom est resté en suspens dans l'air pendant une seconde. Caldwell. Brandon s'est figé en plein élan. Il a cligné des yeux. Audrey? Non, ça ne pouvait pas être. Son Audrey était une inconnue. Son nom de famille était... Eh bien, il ne se souvenait plus de son nom de jeune fille parce qu'il ne s'était jamais soucié de lui poser des questions sur sa famille. Puis elle est entrée dans la lumière. C'était Audrey. Mais ce n'était pas l'Audrey qui portait des cardigans beiges et s'excusait d'exister. Cette femme était une statue de vengeance sculptée dans la glace et les diamants. La robe bleu nuit épousait ses courbes, la fente remontant le long de la jambe, révélant des talons qui semblaient assez aiguisés pour tuer. Ses cheveux, habituellement attachés en un chignon désordonné, cascadaient en vagues polies sur ses épaules. Autour de son cou se trouvait un collier de saphir, célèbre pour avoir appartenu à la famille Romanov, un bijou valant plus que toute l'entreprise de Brandon. Elle a pris le bras de son père. Elle a levé le menton. Ses yeux ont balayé la pièce, ignorant les centaines d'invités, jusqu'à ce qu'il se pose sur Brandon. Elle n'a pas souri. Elle a juste regardé fixement. « Oh mon Dieu !» a murmuré Jessica, laissant tomber sa pochette. « C'est la femme ?» Brandon a senti le sang quitter son visage. Ses genoux ont légèrement fléchi. « Non, c'est impossible. Elle est fauchée. Je lui ai donné 10 000 $. La foule s'est écartée comme la mer Rouge, alors qu'Harrison et Audrey entraient dans la pièce. Le silence était assourdissant. Tous les yeux étaient sur eux. Brandon, agissant par pure adrénaline et déni, a forcé un sourire sur son visage et s'est mis sur leur chemin. « Monsieur Caldwell. » La voix de Brandon s'est brisée. Il s'est éclairci la gorge. « Bienvenue. »« Et Audrey, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as trouvé un travail de traiteur ?» C'était une chose stupide à dire, une chose désespérée à dire. La foule a murmuré. Quelqu'un a ri nerveusement. Harrison Caldwell a regardé Brandon avec un air de pur dégoût. « Monsieur Cross, vous semblez confus. Eh bien, oui, » a balbutié Brandon. « C'est mon ex-femme. Je ne suis pas sûr de comment elle a passé la sécurité. Mais elle n'avait pas besoin de passer la sécurité. » Harrison l'a interrompu, sa voix résonnant dans la salle de bal silencieuse. « Elle possède la société de sécurité. En fait, elle possède cet hôtel. » Le verre dans la main de Brandon a glissé. Il s'est brisé sur le sol en marbre. Crash. « Quoi ?» a murmuré Brandon. « Permettez-moi de vous présenter correctement, » a dit Harrison, posant une main sur le dos d'Audrey. « Vous la connaissez sous le nom d'Audrey, la femme que vous avez divorcée il y a 3 jours parce qu'elle était ennuyeuse et n'apportait rien. Mais le monde la connaît sous le nom d'Audrey Caldwell, ma fille unique, l'unique héritière de la fortune Caldwell, et l'actionnaire majoritaire de la société de capital risque à qui vous mendiez de l'argent. » La salle a explosé. Des halètements, des chuchotements et des exclamations choquées ont parcouru les centaines d'invités. Les téléphones se sont levés, enregistrant le moment. Jessica a fait un pas en arrière, se distançant de Brandon. Audrey a fait un pas en avant. L'odeur de son parfum, quelque chose de cher et de rare, a frappé Brandon. « Bonjour Brandon », a-t-elle dit. Sa voix était douce, confiante, méconnaissable par rapport aux doux murmures auxquels il était habitué. « Tu voulais une partenaire qui corresponde à ton image. Tu te souviens? Quelqu'un avec des relations, quelqu'un avec de l'argent. » Elle a fait un geste vers la salle de bal opulente, les investisseurs confus, l'avocat terrifié. « Eh bien, me voilà, » a-t-elle dit. « Mais j'ai bien peur que mon cachet soit un peu plus élevé que 10 000 $. La bouche de Brandon s'est ouverte et fermée comme un poisson. Audrey attend. « Chérie, je ne savais pas. Tu ne me l'as jamais dit. Tu n'as jamais demandé, » a-t-elle répondu froidement. « Tu étais trop occupé à parler de toi. » Mais le contrat de mariage, Brandon s'est raccroché aux branches. « Nous avons signé un contrat de mariage. Tu n'obtiens rien, Monsieur Gables. » L'avocat s'est avancé de la foule.
l'air de vouloir mourir. En fait, Monsieur Cross, la ferme, Gables. Brandon a sèchement répondu. Non, laissez-le parler. Audrey a dit. Gables a essuyé la sueur de son front. Monsieur Cross, le contrat de mariage stipulait que les deux parties repartent avec ce qu'elles ont apporté au mariage. Étant donné que mademoiselle Caldwell a apporté, eh bien, des milliards d'actifs détenus dans des fiducies offshore et que vous avez apporté des dettes, la séparation des actifs est assez claire. De plus, a ajouté Harrison, savourant le moment, puisque vous avez utilisé les fonds de la société Nexus Stream pour louer la Honda qu'elle conduisait, et puisque vous avez admis dans une procédure judiciaire enregistrée que vous la lui donniez, cela constitue un transfert d'actifs de l'entreprise. Et puisque vous venez d'admettre une fraude en organisant une fête privée aux frais de l'entreprise. Harrison s'est penché près de Brandon. Je ne pense pas que nous investirons dans Nexus Stream, Monsieur Cross. En fait, je pense que ma fille, qui siège au conseil d'administration de la banque qui détient vos prêts commerciaux, pourrait bien réclamer vos dettes ce soir. Brandon a regardé Audrey. Il a regardé la femme qu'il avait jetée comme un déchet. Audrey, a-t-il plaidé, la voix tremblante. S'il te plaît, c'était une erreur. Jessica ne signifiait rien. J'étais stressé. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons renouveler nos vœux maintenant. Regarde, tout le monde est là. Audrey l'a regardé. Pendant une seconde, Brandon a cru voir de la pitié. Puis elle a ri. C'était un son léger et aérien. Renouveler nos vœux? A-t-elle demandé. Brandon, je ne suis pas venu ici pour t'épouser. Je suis venu ici pour te ruiner. Elle s'est tournée vers l'orchestre. Jouez quelque chose de festif, a-t-elle commandé. J'ai envie de danser. Alors que la musique montait, Brandon se tenait au milieu des débris de sa flûte de champagne, regardant l'amour de sa vie et la fortune qu'il avait poursuivie pendant des années, s'éloigner dans les bras d'un beau comte européen qui venait de l'inviter à danser. Le piège s'était refermé et Brandon était le rat pris au milieu. La musique dans la grande salle de bal de l'hôtel Plaza a continué, une valse viennoise entraînante qui contrastait violemment avec la dévastation qui se déroulait au centre de la pièce. Pour Brandon Cross, le monde s'était transformé en un kaléidoscope de scénarios cauchemardesques. Il y a 10 minutes, il était le roi de New York. Maintenant, il était le bouffon de la cour. Il est resté figé alors que la foule reculait physiquement de lui. Dans la haute société, l'échec est contagieux et l'humiliation est une maladie en phase terminale. Personne ne voulait être vu à côté de l'homme qui venait de divorcer de l'héritière Caldwell pour une secrétaire. Brandon. Une voix a sifflé à son coude. C'était Jessica. Il s'est tourné vers elle, désespéré de trouver une alliée. « Jess, écoute. Nous devons gérer ça. Nous pouvons dire que je savais depuis le début. Nous pouvons dire que c'était une séparation stratégique, pour des raisons fiscales. » Jessica l'a regardé comme s'il était un cafard sur l'ourlet de sa robe coûteuse. Elle ne regardait pas son visage. Elle regardait par-dessus son épaule le beau comte européen qui faisait tourner Audrey sur la piste de danse. Elle regardait les diamants au cou d'Audrey. Espèce d'idiot. Jessica a craché. Espèce d'abruti. Quoi? Chérie, nous sommes dans le même bateau. Brandon a plaidé, tendant la main vers son bras. Elle a retiré son bras brusquement. Ne me touche pas. Tu m'as dit qu'elle était serveuse. Tu m'as dit qu'elle était personne. Tu m'as fait passer pour une idiote devant Harrison Caldwell. Je ne savais pas. C'est pire. Jessica a crié, sa voix s'élevant au-dessus de la musique. Tu as vécu avec elle pendant 2 ans, et tu ne savais pas qu'elle valait des milliards. Tu n'es pas un PDG, Brandon. Tu es un perdant aveugle et incompétent. Elle a retiré la bague de fiançailles de son doigt. Un diamant de 3 carats que Brandon avait acheté à crédit la veille, et l'a jeté sur sa poitrine. C'est fini. Ne m'appelle pas. Je dois aller trouver quelqu'un qui peut réellement payer mon Uber. Jessica est partie en trombe, se frayant un chemin à travers la foule vers le bar, où elle a immédiatement commencé à discuter avec un vice-président de JP Morgan. Brandon est resté seul. La bague a rebondi sur sa poitrine et a roulé sous une table. Il n'a même pas essayé de la rattraper. Soudain, il a été entouré, non pas par des sympathisants, mais par les loups qu'il avait invités. Cross. C'était Simon Trent, l'un de ses investisseurs providentiels. Est-ce vrai? Caldwell détient-il la dette de la série B? Simon, laisse-moi t'expliquer. Je ne veux pas d'explication. Trent a aboyé. Je veux récupérer mon capital. Si Harrison Caldwell vous est hostile, cette entreprise est morte.
J'active la clause de récupération ce soir. Tu ne peux pas faire ça. Brandon a halté. Ça va mettre le compte d'exploitation en faillite. Regarde-moi faire, a ricané Trent. Il a sorti son téléphone. J'appelle le service juridique. Un autre homme s'est approché. C'était le journaliste du Wall Street Journal que Brandon avait supplié de venir. Monsieur Cross, a dit le journaliste, tendant un enregistreur vocal. Pouvez-vous commenter les rumeurs selon lesquelles vous avez utilisé les fonds de l'entreprise pour payer l'appartement de votre maîtresse? Mademoiselle Caldwell vient de mentionner un audit jury comptable. Pas de commentaire. Éloignez ça de moi. Brandon a frappé l'enregistreur, agressant la presse. Le journaliste a souri. Ça va faire bien dans l'édition du dimanche. Un PDG s'effondre à la fête de la victoire de son ex-femme. Sur le balcon surplombant la salle de bal, Harrison Caldwell et Audrey se tenaient, observant le chaos en bas. Un serveur leur a apporté du champagne frais. « C'est bar, a noté Harrison, prenant une gorgée, en les regardant le déchiqueter. Il voulait être sous les feux des projecteurs, a dit Audrey, sa voix dénuée de pitié. Il voulait que tout le monde le regarde. Je lui ai juste donné ce qu'il demandait. Elle a baissé les yeux sur Brandon. Il transpirait, criant sur un investisseur, sa cravate de travers, son visage violet de rage. Il avait l'air petit. « L'as-tu aimé ?» a demandé doucement Harrison. Audrey a hésité. Elle a regardé Brandon bousculer un serveur qui essayait de lui offrir de l'eau. « J'ai aimé celui que je pensais qu'il était, » a-t-elle dit. « J'ai aimé l'homme qui mangeait des sandwichs au fromage avec moi à 2 heures du matin et parlait de changer le monde avec la technologie. Mais cet homme n'a jamais existé. Il n'était qu'un acteur attendant une plus grande scène. Eh bien, Harrison s'est détourné de la balustrade. Le rideau est tombé. Allons-y, ma chère. Je crois que le conseil d'administration de la banque a une réunion d'urgence à 8 heures demain matin pour discuter de la saisie de Nexus Stream. Saisie? Audrey a haussé un sourcil. Oh oui. Harrison a souri sombrement. Il a manqué un paiement il y a 3 mois. Nous avons laissé passer parce que, eh bien, il faisait partie de la famille. Nous ne laissons plus passer. 3 semaines plus tard, New York était impitoyable. En novembre, le vent fouettait les canyons d'acier et de verre, transportant une pluie mordante qui trempait instantanément les tissus bon marché. Brandon Cross se tenait devant le siège social imposant en verre du groupe Caldwell. Il ne portait pas son costume en laine italienne, qui avait été vendu à un magasin de dépôt-vente. Il portait un imperméable générique qu'il avait acheté dans une pharmacie. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Son visage était émacié, mal rasé, et ses yeux étaient creux. La chute avait été rapide et totale. Le lendemain de la débâcle du Plaza, la SEC avait lancé une enquête sur son utilisation des fonds de l'entreprise. Le conseil d'administration de Nexus Stream l'a licencié avant midi. À 14 heures, la banque a réclamé ses prêts personnels. Son penthouse a été saisi. Sa voiture a été reprise. Même ses cartes de crédit ont été gelées. Il dormait actuellement sur le canapé de son ami Mark à Jersey City. Mais Mark lui avait dit ce matin qu'il devait partir avant le week-end parce que ça plombait l'ambiance. Brandon a regardé sa montre. C'était une montre numérique en plastique bon marché. 12h30. Il savait qu'elle sortirait maintenant. Elle déjeunait toujours à 12h30. Il se souvenait au moins de ça. Les portes tournantes ont tourné. Le cœur de Brandon a fait un bond. Un groupe de cadres est sorti en riant. Et là, au centre, se trouvait Audrey. Elle était radieuse. Elle portait un tailleur-pantalon de couleur crème. Ses cheveux étaient parfaitement brochés. Elle tenait une tablette et parlait à un homme qui ressemblait à un sénateur. Brandon s'était lancé. Audrey. Les gardes de sécurité à l'entrée se sont immédiatement avancés, leurs mains se dirigeant vers leur ceinture. Ils ont vu un homme débraillé crier sur l'héritière. « Madame, reculez !» a aboyé un garde. Audrey s'est arrêtée. Elle a levé les yeux et l'a vu. Elle a fait un signe de la main au garde. « C'est bon, Frank. Je le connais. » Les gardes ont hésité, mais se sont écartés, formant un mur entre Audrey et la rue, laissant un tampon d'1,50 m. Brandon s'est approché de la ligne, de l'eau dégoulinant de son nez. « Audrey ?» a-t-il haleté. « J'ai essayé de t'appeler. Ton numéro a changé. »« En effet, » a-t-elle dit, agréablement. « Comment vas-tu, Brandon? »« Comment je vais? » Brandon a ri, un son hystérique et saccadé. « Je suis ruiné, Audrey. Ils ont tout pris. L'entreprise, l'appartement. Il me reste $40. 40 $? Je me souviens d'avoir eu $40, a dit calmement Audrey. Quand j'avais 19 ans, vivant dans une résidence universitaire,
refusant de toucher à l'argent de mon père pour apprendre ce qu'était le vrai monde. Ça forge le caractère, n'est-ce pas? Arrête ça, a crié Brandon. Puis il a baissé la voix alors que les gens dans la rue le regardaient. Écoute, je comprends. Tu voulais me donner une leçon. Leçon apprise. D'accord, je suis humble. Je suis désolé. J'étais un connard arrogant. Mais ça, c'est trop. Tu ne peux pas simplement détruire la vie d'un homme à cause d'une mauvaise rupture. Je n'ai pas détruit ta vie, Brandon. Audrey a dit, j'ai juste arrêté de la subventionner. Subventionner? Qui penses-tu a convaincu le propriétaire de te donner 3 mois de plus sur le loyer du bureau quand tu as commencé? A demandé Audrey. Moi. Je l'ai payé en espèces avec la fiducie de ma grand-mère. Qui penses-tu a corrigé ta présentation avant la série A? Moi. J'ai réécrit tout le modèle financier pendant que tu dormais. Brandon a cligné des yeux. Tu as fait le modèle? Oui. Et qui penses-tu a glissé un mot en ta faveur au rédacteur de TechCrunch pour que tu obtiennes ce premier article? Audrey s'est approchée, les yeux durs. Je n'ai jamais été juste une serveuse, Brandon. J'étais ta partenaire. J'étais le moteur qui faisait tourner ta petite voiture rouillée. Tu n'as juste jamais pris la peine de regarder sous le capot. Brandon s'est affaissé. La pluie était froide, mais la vérité était plus froide. Il a réalisé avec un choc écœurant qu'elle avait raison. Chaque fois qu'il avait eu un coup de chance au cours des 2 dernières années, Audrey avait été là, en arrière-plan, souriant, lui tendant du café, disant « ça va marcher ». Il avait confondu sa compétence avec de l'invisibilité. « J'ai besoin d'aide, Audrey ». Brandon a murmuré, sa fierté se brisant enfin complètement. « Je n'ai nulle part où aller. Personne ne veut m'embaucher. Mon nom est un poison dans cette ville. S'il te plaît, juste un prêt ou un travail. Je balayerai les sols. N'importe quoi. » Audrey l'a regardé. Elle a regardé l'homme qui lui avait jeté une carte de crédit et lui avait dit de déménager dans le Queens. Elle a ouvert son sac à main. Brandon a retenu son souffle. Allait-elle lui donner un chèque? Une clé d'appartement? Elle a sorti une carte de visite. C'était du papier blanc uni avec un numéro de téléphone dessus. C'est le numéro d'une agence de recrutement dans l'Ohio, a-t-elle dit en la lui tendant. Ils sont spécialisés dans les postes de vente de premier niveau. C'est un travail honnête. Tu as un salaire de base et des commissions. Le loyer n'est pas cher dans l'Ohio. Brandon a fixé la carte. Ohio, vente de premier niveau. C'est un nouveau départ, Brandon, a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant d'une fraction. New York n'est pas pour toi. Tu t'es perdu ici. Peut-être qu'ailleurs, où personne ne te connaît, tu pourras réapprendre à être une personne, au lieu d'un PDG. Elle s'est tournée pour partir. Audrey, a-t-il appelé une dernière fois. Elle s'est arrêtée, mais ne s'est pas retournée. M'as-tu jamais aimé? A-t-il demandé. Ou n'étais-je qu'un projet? Audrey a regardé son reflet dans la porte vitrée du bâtiment, le bâtiment dont elle hériterait un jour. Je t'ai assez aimé pour cacher qui j'étais, pour que tu puisses te sentir grand, a-t-elle dit. Mais je m'aime assez pour arrêter de me rabaisser. Elle a franchi les portes tournantes et a disparu dans la chaleur du hall. Brandon est resté seul sous la pluie. Il a baissé les yeux sur la carte de visite. Vente automobile et solutions du Midwest. Il a levé les yeux vers le gratte-ciel qui disparaissait dans la brume. Il a alors réalisé que la distance entre lui et Audrey n'était pas seulement du verre et des gardes de sécurité. C'était un univers. Il a mis la carte dans sa poche, a relevé son col contre le vent et a commencé la longue marche vers la gare routière. 2 ans s'étaient écoulés depuis cet après-midi, pluvieux devant la tour Caldwell. New York était passé à autre chose, comme toujours. Le scandale de la faillite de Nexus Dream n'était plus qu'une note de bas de page dans les tabloïds financiers. Une fable édifiante enseignée dans les écoles de commerce sur les dangers du surendettement et de la sous-estimation de son conjoint. Dans le bureau penthouse du groupe Caldwell, Audrey était assise derrière le bureau en chêne massif qui avait appartenu à son père. Harrison Caldwell avait officiellement pris sa retraite dans un vignoble en Toscane il y a 6 mois, laissant l'empire entre les mains d'Audrey. Elle n'était plus la même femme qui s'était assise dans cette salle de conférence lugubre, vêtue d'un cardigan beige. Elle était plus vive, plus forte. Ses cheveux étaient coupés en un carré chic et elle portait un tailleur émeraude qui commandait le respect. Elle examinait les subventions philanthropiques trimestrielles lorsque son assistant, un jeune homme nommé Léo, a frappé à la porte. « Mademoiselle Caldwell », a dit Léo. « Le courrier est arrivé. La plupart est standard, mais il y a une enveloppe personnelle. Elle n'a pas d'adresse de retour, mais elle est postée de Columbus, dans l'Ohio. » Audrey s'est figée.
Son stylo flottait au-dessus du papier. Ohio. Laissez-la, Léo. Merci. Quand la porte s'est refermée, Audrey a fixé l'enveloppe. C'était du papier blanc bon marché. L'écriture était familière. Pas le gribouillage saccadé et pressé d'un PDG arrogant, mais une écriture plus nette et plus délibérée. Elle a pris son coupe-papier en argent et a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres, pas de longues excuses, pas de justification. Il y avait seulement un chèque de banque, à l'ordre d'Audrey Caldwell. Montant, 10 000 $. Audrey a fixé le chiffre. 10 000 $. C'était le montant exact que Brandon lui avait jeté sur la table en acajou lors de leur divorce. La prime de départ. Elle a retourné le chèque. Au dos, en petite encre bleue, il y avait une courte note. Pour la Honda et la leçon. B. Audrey a expiré un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Elle s'est adossée à sa chaise, fermant les yeux. Et pendant un instant, les gratte-ciels de New York se sont estompés, remplacés par l'image d'un parc automobile enneigé dans le Midwest. À 800 km de là, dans la banlieue grise de Columbus, dans l'Ohio, le vent hurlait. Brandon Cross a soufflé de l'air chaud dans ses mains en coupe et a tapé la neige de ses bottes. Il portait une parka épaisse avec le logo « Ventes automobiles du Midwest » brodé sur la poitrine. « Hey, Cross !» a crié son manager, un homme bourru nommé Big Tony, depuis le bureau. « Tu as un client sur le parc qui regarde les berlines d'occasion. »« J'y vais, Tony », a répondu Brandon. Il a couru dans le froid. Il ne marchait plus avec l'arrogance d'autrefois. Sa démarche était déterminée, humble. Il s'est approché d'un jeune couple qui grelottait près d'une rangée de voitures. Ils avaient l'air terrifiés, achetant clairement leur première voiture ensemble, probablement inquiets des vérifications de crédit et des acomptes. « Bonjour les amis », a dit Brandon avec un sourire sincère. Un sourire qui atteignait maintenant ses yeux. « Il fait froid aujourd'hui. Vous cherchez quelque chose de fiable qui ne vous ruinera pas ?»« Ouais », a dit le jeune homme nerveusement. « On n'a pas beaucoup. On a juste besoin d'aller au travail. » « Je comprends. » Brandon a hoché la tête. « Je sais ce que c'est que de recommencer à zéro. Laissez-moi vous montrer cette Civic là-bas. Elle a peu de kilomètres, et je peux m'arranger avec le responsable du financement pour vous obtenir un taux qui a du sens. Nous ne sommes pas là pour vous voler. » Alors qu'il les conduisait vers la voiture, une décapotable rouge flashy est entrée sur le parking du concessionnaire. Elle était déplacée dans l'hiver gris, bruyante, odieuse et chère. La portière du conducteur s'est ouverte et une femme est sortie. Elle portait un manteau de fourrure qui avait l'air bon marché et faux, et des talons qui s'enfonçaient dans la gadoue. C'était Jessica. Brandon s'est arrêté net. Il ne l'avait pas vue depuis 2 ans, depuis qu'elle lui avait jeté la bague à la poitrine au plaza. Elle avait l'air plus âgée, plus dure. Son maquillage était trop lourd, essayant de couvrir les rides de stress. Elle l'a repéré et a souri en s'approchant. « Tiens, tiens !» a-t-elle ri, en regardant sa parka. « Regarde-toi, le grand Brandon Cross, qui vend des voitures d'occasion au fin fond de l'Amérique. » Brandon s'est excusé auprès du jeune couple. « Donnez-moi un instant, les amis. » Et il s'est approché d'elle. Il ne ressentait pas la vieille colère. Il ressentait juste de la pitié. « Bonjour, Jessica. Que fais-tu dans l'Ohio? »« Je rends visite à ma famille, » a-t-elle menti sans hésiter. « Je me suis dit que j'allais te chercher. J'ai entendu dire que tu étais ici. » Elle l'a regardé de haut en bas, se léchant les lèvres. « Tu sais, Brandon, New York est ennuyeux, et j'ai rompu avec ce banquier. Il était radin. Peut-être qu'on pourrait prendre un verre. Pour le bon vieux temps. Je parie que tu te sens seul ici. » Elle s'est approchée, sa main cherchant sa fermeture éclair. « On était bien ensemble, Brandon. On était un couple puissant. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de sortir d'ici ensemble. » Brandon a regardé sa main. Il s'est souvenu avec quelle facilité elle s'était retournée contre lui quand l'argent avait disparu. Il s'est souvenu de l'humiliation. Il a doucement pris sa main et l'a retirée de son manteau. « Je ne suis pas seul, Jessica », a dit doucement Brandon. Il s'est tourné et a montré la vitrine du concessionnaire. À l'intérieur, assise au bureau de la réception, se trouvait une femme. Ce n'était pas un mannequin. Elle n'était pas riche. C'était la réceptionniste, Sarah. Elle avait les cheveux bruns, un sourire aimable, et elle tricotait actuellement une écharpe. Elle a levé les yeux, a vu Brandon et lui a fait un signe de la main joyeux. Brandon a répondu à son signe. « J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. » Brandon a dit à Jessica. « Et j'ai des clients qui attendent. Des gens qui ont besoin d'aide. Pas d'un spectacle. Tu es pathétique. »
Jessica a ricané, son ego blessé. Tu n'es personne, peut-être. Brandon a haussé les épaules. Mais au moins, je dors la nuit. Il lui a tourné le dos et est retourné vers le jeune couple près de la Civic. Désolé pour ça, leur a dit Brandon. Juste un fantôme. Maintenant, laissez-moi vous montrer le coffre de cette beauté. En expliquant la garantie, il a senti une légèreté dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il avait envoyé le chèque ce matin-là. Il lui avait fallu 2 ans d'économie sur chaque commission, de repas de nouilles instantanées et de vie dans un studio pour rassembler 10 000 $. Il était de nouveau fauché, mais sa dette était payée. De retour à New York, Audrey a décroché le téléphone. « Service financier », a-t-elle dit. « Oui, mademoiselle Caldwell. J'envoie un chèque de 10 000 $. Déposez-le dans le fonds de bourse d'études seconde chance. Bien sûr. Devons-nous indiquer le nom du donateur ?» Audrey a regardé le chèque une dernière fois avant de le déposer dans la corbeille de sortie. Elle a pensé à l'homme qu'elle avait épousé, l'homme qui voulait conquérir le monde, et l'homme qui avait finalement appris que le monde n'était pas quelque chose que l'on conquiert. C'était quelque chose que l'on méritait. Indiquez le donateur comme anonyme, a dit Audrey. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la baie vitrée. Le soleil se couchait sur Central Park, jetant une lueur dorée sur la ville. Elle n'était plus en colère. Le karma avait bouclé la boucle. Il avait perdu les millions qu'il ne méritait pas. Mais peut-être que dans la neige de l'Ohio, il avait retrouvé l'âme qu'il avait perdue. Audrey a souri, a touché la vitre froide et a murmuré à la ville en contrebas. « Nous sommes quittes, Brandon. Nous sommes enfin quittes. » Elle a éteint les lumières de son bureau et est sortie, prête à retrouver son père pour le dîner. Elle marchait la tête haute, non pas à cause de ses milliards, mais parce qu'elle savait exactement qui elle était. Et cette fois, personne ne la sous-estimerait plus jamais. Et c'est l'histoire de comment un chèque de départ de 10 000 $ a coûté un empire à un homme, mais peut-être, juste peut-être, lui a racheté son humanité. C'est un rappel brutal que dans la vie, on ne sait jamais vraiment qui observe depuis le fond de la pièce. Brandon pensait qu'il signait des papiers de divorce avec une femme sans pouvoir, mais il signait en réalité sa propre démission de la grande vie. Qu'en pensez-vous? Audrey est-elle allée trop loin avec sa vengeance au Plaza? Ou Brandon a-t-il eu exactement ce qu'il méritait? Et pensez-vous que le remboursement des 10 000 $ par Brandon lui vaut le pardon? J'adorerais lire vos avis dans les commentaires ci-dessous. Je les lis absolument tous. Si vous avez aimé cette histoire de karma, de trahison et de rédemption, s'il vous plaît, explosez ce bouton j'aime. Partagez cette vidéo avec un ami qui aime les bons drames et abonnez-vous à la chaîne avec les notifications activées pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Merci de votre écoute. Mais maintenant, il y a des groupes de gens qui disent « Non, on a compris. Ça ne nous plaît pas. On a changé d'avis. Ça ne se passait pas bien pour nous. On n'aime pas la liberté d'expression. » Les gens qui veulent la liberté d'expression, ils la veulent seulement pour pouvoir dire des choses horribles. Ce qui n'est tout simplement pas vrai. Et même si c'était le cas, ce qui est bien avec la liberté d'expression, c'est que les gens peuvent répondre avec des choses horribles. C'est un très bon système, n'est-ce pas? Et on ne peut pas dire n'importe quoi sous les lois de la liberté d'expression. C'est une idée totalement fausse. Il y a des tas de réserves à la liberté d'expression, avec lesquelles je suis d'accord en fait. On ne peut pas inciter à la violence. Bonne règle. On ne peut pas calomnier les gens. Bonne règle. On ne peut pas diffamer les gens. Vous savez, fait fascinant sur la loi sur la diffamation. On ne peut pas diffamer les morts. Donc je pourrais être ici et dire que Gandhi aimait se la prendre par derrière si je voulais. Ce que je veux. Je le veux. Mais la liberté d'expression est le droit de l'homme le plus important qui soit. C'est le droit d'où découlent tous les autres droits. Sans liberté d'expression, on ne pourrait pas avoir de droit de l'homme, vous savez. Et nous avons la liberté d'expression en théorie dans ce pays pour encore un petit moment. Nous pouvons critiquer le gouvernement. Nous pouvons critiquer la police. Mais nous devrions saluer un pays qui nous permet de faire ça, parce que nous faisons l'envie de certains pays. Dans certains pays, si vous critiquez la police, vous vous faites tabasser ou pire. Si vous critiquez le gouvernement, vous pouvez être jeté en prison à vie, vous savez? Alors, ils fuient leur oppression, à juste titre. Vous feriez pareil. Ils fuient leur oppression et ils viennent ici. Ils disent « On veut venir en Angleterre ». On dit « Pourquoi ?» Ils disent « La liberté d'expression ». On dit « Entrez, bienvenue. Qu'allez-vous faire maintenant ? On va faire une manifestation. Qu'allez-vous dire ?
À quel point l'Angleterre est nulle. Santé. Merci. Merci. C'est leur droit. Faites un bon spectacle. Et je suis parti. Et en partant, j'ai vu un des autres avocats se pencher et montrer son iPhone à l'avocat principal. Et l'avocat principal a fait « Oh, oui, oh, désolé Ricky. Pouvez-vous revenir une minute? D'accord. Alors je suis là. » J'ai dit oui. Alors, il avait le téléphone là. Ils avaient cherché le mot chat. Je pensais m'en être tiré. C'est ça. Et maintenant, c'est comme si je me faisais gronder. Et l'avocat principal a dit « Alors, il est écrit ici que le mot chat est un terme péjoratif pour les organes génitaux féminins. » J'ai répondu « Ben oui, c'est un mot d'argot pour vagin en Angleterre. Vous ne l'utilisez même pas ici, n'est-ce pas? » Il a dit « Non, en effet, mais, nous parcourons le monde et avec la diligence requise, maintenant que nous savons que c'est péjoratif, nous devrons biper ce mot en direct. » J'ai dit « Non, ne bipez pas le mot, parce que les gens à la maison ne sauront pas ce que j'ai dit. Ça va gâcher. » J'ai dit « C'est littéralement la chute de la blague. » Il a dit « Si c'est péjoratif, je dois le faire. » J'ai dit « Eh bien, quel mot pourrais-je utiliser que vous ne biperiez pas? » Et il a dit « Eh bien, vous pourriez dire vagin. » J'ai dit « Je ne vais pas dire vagin, d'accord? Rien de drôle là-dedans. C'est tellement clinique. » J'imaginais Julie à la maison se disant « Pourquoi parle-t-il de mon vagin? Le vrai. » J'ai dit « Chat, ce n'est pas comme ça. C'est plus, ce n'est pas si spécifique que vagin. Alors, où est votre vagin? Là, n'est-ce pas? Où est votre chat? Là. C'est comme ça. » Puis un des jeunes avocats a dit « Et pourquoi pas boîte? » J'ai dit « Je ne vais pas dire boîte, mon pote. » D'accord. Alors imaginez, regardez dans votre propre boîte. J'ai dit que chat est parfait. J'ai dit, les gens ne sauront pas ce que c'est s'ils sont américains. Ils ne sauront pas. J'ai dit, ce n'est pas offensant. C'est comme, j'ai dit, les enfants utilisent ce mot en Angleterre, d'accord? Ils n'en voulaient pas. Alors j'ai dit, et pourquoi pas clapette, d'accord? Alors ils ont cherché le mot clapette, d'accord? Et il a dit, eh bien, ce serait juste déroutant, parce qu'en Amérique, un clapette est une pièce d'un évier. J'ai dit, oh ça. J'ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi dire chat, et ne le bipez pas. Je me battais vraiment pour chat, d'accord? C'était comme dans 12 hommes en colère, du genre, personne ne part d'ici, tant que je ne peux pas dire chat, d'accord? Et après environ 10 minutes, je les ai eus à l'usure. Quoi qu'ils disent, ça ne marchera pas. Je disais, s'il vous plaît. J'ai dit, j'écrirai je n'aurai aucune plainte et tout ce genre de choses. Et finalement, l'avocat principal a dit, d'accord.